Bordeaux-Aquitaine, haut lieu symbolique de la ville et vitrine de la culture tant par son histoire que par sa situation géographique centrale et son propriétaire, qui n'est autre que le centre hospitalier universitaire, est aujourd'hui occupé par des étudiants, artistes, travailleurs, auteurs, autrices, intermittents, intermittentes du travail et du spectacle, chômeurs, chômeuses, intérimaires, techniciens, techniciennes, commerçants, commerçantes, toutes et tous unis par la même précarité. Nos objectifs sont de défendre et de renforcer les acquis sociaux et l'accès à la culture, ainsi que de nous retrouver et de vous retrouver. Nous sommes toutes et tous concernés, nous sommes toutes et tous essentiels. Ce que nous défendons, nous le défendons pour toutes et tous. Et cette dernière phrase est le slogan de la CIP, la coordination des intermittents et des précaires au niveau national. Commission médiation, commission sécu, commission team cuisine, commission animation artistique, commission propagande, communication, commission internet qui est en lien aussi avec la communication, commission logistique, commission interlude convergence, commission permanence, commission secrétariat trésorerie, commission action et commission coordination régionale et nationale. Bonjour à tous, du coup moi je m'appelle Lucas, je suis intermittent du spectacle, mais ça, quelque part, c'est pas ça qui est très important, notamment au niveau de cette commission. On a choisi de commencer par l'interlude, parce qu'il nous semble très important de sortir du précaré des revendications des intermittents et de porter le message que nous, en tant que personnes qui occupons cet endroit-là, on va en faire une plateforme aussi pour rassembler beaucoup plus large, parce que la question elle est pas du tout sur les intermittents, ou en tout cas pas uniquement. Hier, à l'Assemblée Générale qui s'est déroulée au Rocher de Palmer, il y a eu une convergence générale sur le fait que, plutôt qu'une lutte pour la culture, il nous fallait une culture de la lutte. Et c'est ça qu'on va essayer de mettre en place aujourd'hui. S'il y a une commission interlude dans cette occupation,
c'est qu'il y a une volonté de ne pas se cantonner à la lutte corporatiste. Nous nous retrouvons dans chaque précarité. Le prolongement de l'année blanche ne saurait donc nous satisfaire, et nous n'en sommes même plus là. Nous en sommes à l'engagement de toutes et de chacun, pour tous et pour chacune. Voilà. Notre société est malade. En plus d'une épidémie sans fin qu'elle doit affronter, elle souffre viscéralement d'un manque de lien social, de culture, d'art et de sourire partagé. Car c'est ce que nous sommes au fond. Des êtres sociaux, citoyennes et citoyens d'un pays d'art et de culture. Nous priver de cela, c'est nous condamner à une mort lente. Ce manque de considération pour tout ce qui nous est essentiel, ajouté au sentiment de solitude et d'abandon de notre jeunesse, de nos restaurateurs, des acteurs culturels et sportifs, crée un climat de désespérance qui ne nous ressemble pas. La névrose et l'angoisse sont des maux tout aussi destructeurs que l'épidémie qui nous frappe. Mais cet état de dépression collective, ce mal-être profond, ne sont pas des fatalités. Depuis plusieurs semaines, partout en France, sur les marchés, les places publiques, au cours de rassemblements, au sein de manifestations, des bulles artistiques et sociales spontanées se forment ici et là. Des instants partagés, des moments de joie, des notes de musique, des visages et des regards qui s'éclairent. Ceci est notre oxygène, ceci nous est vital, c'est le fondement de notre survie en tant qu'individu et en tant que société. Nous demandons aux autorités de ne pas réprimer ces initiatives comme cela a pu être le cas récemment. Au contraire, nous les incitons à admettre que ces bulles artistiques et sociales sont d'utilité publique. Prendre soin de nous, c'est s'occuper de notre santé physique et mentale, protéger les plus fragiles, veiller à notre bien-être collectif, cultiver une certaine idée du bonheur partagé. Nous demandons aux autorités de reconnaître officiellement l'état d'urgence culturelle et sociale dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. C'est signé de HK. Merci pour lui. Tous, je m'appelle Myriam, je suis artiste aussi, je suis chanteuse, auteure, metteur en scène. Je viens ici vous parler encore une fois, je pense que tous les camarades qui ont pris le micro ont fait la même chose que moi pour parler des convergences des luttes. Comme vous voyez, je viens avec mon gilet jaune pour représenter la famille, je sais qu'il y en a ici. Oui, vous pouvez les applaudir parce que c'est 2 ans de lutte intense, avec des blessés, des mutilés, des gardes à vue inutiles, des gens emprisonnés, des amendes. Donc oui, ce mouvement il mérite le salut de toutes et de tous. Voilà, je ne me présente pas représenter les Gilets jaunes. Ceux qui connaissent ce mouvement, c'est un mouvement qui est complexe, compliqué, qui est traversé par des tas de choses. Donc là, je représente le collectif Jeunes, etc., qui est un collectif bordelais qui a des Gilets jaunes, etc., comme son nom l'indique, voilà. Et je représente aussi le collectif contre les abus policiers, le Club 33. Voilà, je voulais vous parler de l'événement qui va avoir lieu samedi prochain. C'est la 10e marche contre les violences, le racisme, la violence pénitentiaire, violence policière, violence carcérale, violence judiciaire. Voilà, c'est la 10e année. Pourquoi cette année c'est particulièrement important?
Ça fait plusieurs mois que le CLAP, avec le collectif Vivolé, qui est un collectif parisien qui regroupe plusieurs familles de personnes décédées, on œuvre depuis donc 10 ans qu'on a créé cette marche pour créer un réseau national d'entraide, vérité et justice, pour accompagner toutes les personnes qui sont victimes de violences policières ou de violences carcérales, de violences judiciaires. Pourquoi c'était important pour nous de créer ce réseau? Souvent, quand on est victime de violences policières, on se retrouve isolé, on ne connaît pas les démarches et on n'a parfois pas l'énergie, surtout quand on a perdu une personne, on n'a souvent pas l'énergie de monter un collectif, de contacter des médias, de faire des marches, d'appeler à l'aide tout simplement, parce qu'on est terrassé. Donc ce réseau, il a pour vocation, en tout premier lieu, d'aider et d'accompagner les familles, les victimes, blessées, mutilées, et toute personne qui ferait pas face aux violences d'État. Je ne sais pas si je peux vous faire partager mon émotion, parce qu'effectivement, si on découvre récemment ce qui se passe au niveau de l'État en termes de violences policières, on ne se rend pas compte de l'importance de la création de ce réseau. Quand on a créé le CLAP il y a 12 ans, suite à mon cassage de gueule en manif, déjà à l'époque, on était peu nombreux finalement à s'intéresser à ces questions de violences policières. La première marche réunissait en tout et pour tout 4 collectifs, le CLAP, Vivolé, un collectif anti-répression de Poitiers qui n'existe plus aujourd'hui, un collectif de Saint-Nazaire. En gros, c'était les seuls collectifs mobilisés il y a 10 ans. Et puis, les choses se sont accélérées, notamment sur la loi travail, où il y a eu des premiers mutilés. Et puis, comme on le disait tout à l'heure, comme je vous le disais tout à l'heure, le mouvement des Gilets jaunes, où il y a eu énormément de personnes qui se sont retrouvées confrontées à l'horreur des forces du désordre. Pour être confronté à l'horreur des forces du désordre, il suffit de se mettre en action. Dans cette belle démocratie qu'on nous vend, voilà, où on est censé pouvoir s'exprimer, pouvoir dire qu'on n'est pas content ou qu'on est content, en fait, on se rend compte, effectivement, que quand on descend dans la rue pour dire qu'on n'est pas d'accord, les réponses des gouvernements successifs, parce que c'est pas seulement M. Emmanuel Macron, la réponse des gouvernements successifs, c'est la répression, c'est la violence, c'est les gazages, c'est les grenades de désencerclement, c'est les LBD. Voilà les réponses politiques des différents gouvernements que nous avons traversés, nous, le collectif, depuis 12 ans. On a tendance à oublier, tellement Macron il est ignoble, que M. François Hollande, pendant son règne, nous a foutu quand même 3 ans d'état d'urgence. On l'a oublié parce que souvent, quand on est blanc, on n'est pas concerné. Je ne dis pas ça pour vous culpabiliser, moi je suis moitié-moitié, donc je me bats avec moi-même pour savoir quel parti qui va gagner. Mais en vérité, dans la société dans laquelle on vit, pour les gens racisés, on gagne peu ou jamais. Pendant 3 ans d'état d'urgence, qu'est-ce qui s'est passé? Nous, on a pu circuler, on a pu se promener, on ne nous demandait pas nos papiers, tous les coins de rue. Il n'empêche que pour les camarades, les amis, les frères et les sœurs musulmans ou apparentés, ça a été l'enfer. Des perquisitions, des gardes à vue, des contrôles d'identité à foison, plus de 8000 perquisitions pour au final 3 procédures. Vous voyez? Mais par contre, ça a bien ancré dans la tête de nos copains musulmans qu'il y avait 2 France, au cas où ils avaient oublié les événements de 61, les Arabes balançaient la Seine et tout ça. Donc cette démocratie, à 2 vitesses, elle fait une différence entre les gens racisés et les gens non racisés. Mais je ne veux pas réduire le combat contre les violences policières à un problème de race, même si j'espère qu'ici, tout le monde prend conscience que cet État raciste, il est oppressant au quotidien pour les gens comme moi. Mais, effectivement, votre action, si jamais vous devenez militant, si jamais vous descendez dans la rue, aujourd'hui, vous prenez des risques physiques et des risques judiciaires. Les Gilets jaunes ont été un mouvement réprimé. Bien sûr, on a eu des mutilés, mais on a aussi eu des procès et des gens qui, parce qu'ils manifestaient, ont pris 135 € d'amende à chaque fois qu'ils descendaient dans la rue. Personnellement, pour vous donner un exemple, j'en ai pris 18. 18 amendes à 135 € pour avoir manifesté simplement mon opposition au gouvernement. Et je ne suis pas la seule. Des tas de camarades ont pris des amendes comme ça à chaque fois qu'ils descendaient dans la rue. Donc on essaie de se battre dans les tribunaux pour essayer de faire valoir notre droit à manifester.
Pour l'instant, j'en suis rendu à la Cour de cassation. J'attends aujourd'hui un résultat pour 5 procès et je pense que je vais perdre. Mais il n'empêche que je continuerai quand même à me battre. S'il faut aller à la Cour européenne, j'irai jusque-là. Mais il va falloir faire plus. Il va falloir faire plus que ça. Si on comprend que ce système, il n'est pas démocratique, si on comprend que ce système, il a une visée, que ce que fait Macron, comment vous dire, il voit beaucoup plus loin que nous. Macron, c'est pas le problème, c'est Macron et son monde. C'est le système contre lequel on se bat. Ce monde d'après, qui fait du télétravail, qui fait que les gens sont isolés, qui fait qu'on devient fou avec leurs consignes contradictoires, qui fait qu'on n'arrive plus à se parler parce qu'on se connaît pas, parce qu'on a peur. Et que finalement, petit à petit, c'est quoi qui gagne? C'est ce putain de libéralisme qui nous individualise et qui fait qu'au final, on est tous malheureux. On est les 99%. On est les 99%. Et pour se battre contre ce système, malheureusement, je dis bien malheureusement, il va falloir vraiment, vraiment donner de nos personnes. Je ne sais pas jusqu'à quel point on est prêt. Moi-même, tous les jours, je me pose la question de savoir jusqu'à quel point je peux me mettre en danger pour me battre contre ce système. Mais je pense qu'on aura du mal à rester calme face au temps de violence. On dit, les gens ils vont dans la rue, ils cassent les magasins, ils cassent les vitrines. Toutes mes condoléances aux familles des vitrines, comme disaient certains slogans. Mais il n'empêche que les gens qui meurent au travail, les gens qui meurent parce qu'ils n'ont pas de travail, les gens qui dorment dehors, les gens qui sont stressés tout le temps, les gens qui n'arrivent plus à payer leurs factures, les gens dont le frigo est vide, les étudiants qui n'arrivent plus à étudier, qui crèvent la dalle, notre jeunesse. Mais ça, c'est la vraie violence. Je traverse la rue, je vous en trouve, ils veulent simplement des gens qui sont prêts à travailler. Vous faites une rue, là, vous allez à Montparnasse, par exemple, vous faites la rue avec tous les cafés, les restaurants. Franchement, je suis sûr qu'il y en a un sur deux qui recrute en ce moment. Vous dites, c'est comme si j'avais pris une claque. Oui. Sur le moment aussi, c'est ce que vous avez ressenti? Oui. Et il n'a pas répondu à ma question que je lui ai posée. Je serai d'une détermination absolue. Et je ne céderai rien. Ni aux fainéants, ni aux cyniques. Et ce peuple luthérien qui a vécu les transformations des dernières décennies n'est pas exactement le Gaulois réfractaire au changement, mais encore que. Ça, c'est la vraie violence. Et quand on ose exprimer, nous, qu'on n'est pas d'accord et qu'on est violent, on nous renvoie à ça, à des casseurs, à des cassos, à des gens pas bien élevés. Tout en disant, oh, il faut quand même célébrer la Révolution française. Oh, la Révolution française, ils ont pété des trucs, les mecs. Vous croyez que le roi, il a dégagé simplement parce qu'on lui a demandé de la brioche? Non! À un moment donné, il a fallu qu'on s'énerve quand même. Il a fallu qu'on s'énerve. Donc je suis pas là pour prêcher la violence. Je dis juste que, face à ce gouvernement, il va falloir monter d'un cran, quoi. Occuper les lieux, pas seulement l'opéra. Occuper les facs pour les étudiants, occuper la rue pour accompagner les gens qui sont dehors. Occuper partout l'espace public. Car la rue, elle est à qui? Car la rue, elle est à qui? À qui? À qui? Merci, je vous donne rendez-vous samedi à 13h12, place de la Bourse, 13-12, place de la Bourse, pour dire non au racisme, non aux violences d'État, tous ensemble, ouais, merci.